Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver encore une fois. Merci de prendre toujours le rendez-vous avec nous pour ces programmes de webinaire. Déjà, j'aimerais demander si tout le monde me reçoit. Certes, vous ne pourrez peut-être pas activer vos micros, mais vous pourrez écrire dans le chat pour confirmer que vous me recevez de façon correcte. Est-ce que vous me recevez de façon correcte? Merci d'écrire dans le chat. Je vais la confirmation que tout le monde me reçoit de façon correcte. 5 sur 5. OK, merci beaucoup. Sur ce, je vais continuer. Donc, je vais dire merci à tout le monde. Merci encore une fois de prendre le rendez-vous de nos programmes de webinaire. De tout petits programmes axés sur des thématiques très bien précises, animés sur 30 minutes, avec des questions et réponses sur 30 minutes. Donc, on devrait, normalement, dans 1 heure, pouvoir finir le webinaire et faire une question d'ouverture qui pourrait être réglée, bien sûr, de façon ultérieure. Le thème du webinaire du jour, il est connu d'ailleurs par tout le monde. Les erreurs qui vous feront rater votre soumission à un marché public. Et ici, ce que nous avons fait, c'est d'abord de réparer une petite injustice et qui a fait qu'on est aussi, je dirais, un tout petit peu fatigué des critiques que nous avons toujours reçues au niveau du cabinet parce qu'on nous a longtemps reproché, vous nous avez longtemps reproché d'avoir été toujours beaucoup plus familier, d'avoir beaucoup plus priorisé un des enfants au détriment de l'autre. Il s'agit là du secteur public. On nous a souvent reproché d'avoir priorisé généralement des thématiques liées au secteur public au détriment des thématiques liées au secteur privé. Et nous, on s'est toujours défendu en disant qu'au fait, le secteur public et le secteur privé, dans les marchés publics, sont les deux faces en fait d'une même pièce. Même lorsqu'on anime une thématique, pardon, en webinaire du secteur public, au fait, on prépare aussi le secteur privé. Parce que le secteur public ne peut pas passer des marchés sans le secteur privé. Le secteur privé également ne peut pas être dans son rôle sans, bien sûr, les acteurs du secteur public. Et comme on le dit de façon à l'africaine, il n'y a qu'une seule main qui ne peut pas se laver, il faut 2 mains pour se laver. Et c'est assez représentatif, ces 2 mains-là, parce que le secteur privé et le secteur public doivent s'auto-soutenir, tous les deux. Parce que c'est le même combat qui est poursuivi, c'est le même objectif en réalité qui est poursuivi. Il s'agit bien sûr de l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers la commande publique et ses incidences positives. Donc, sur ce, nous avons invité aujourd'hui M. Ahmed Bian Tijani Tabé, qui est beaucoup plus expert que nous dans le domaine du secteur privé et qui va se présenter. Il est déjà ingénieur de base du génie civil. Il est expert en marché public également et qui est beaucoup plus familier avec les rois du secteur privé, notamment les questions de soumission, et qui devrait nous pouvoir nous entretenir les prochaines minutes sur les erreurs principales qu'il faut éviter lors des soumissions. Donc, sans trop tarder, je vais permettre à M. Bian de se prononcer et il a la parole et il a pu démarrer son animation selon le format qu'il aurait choisi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez très bien. Parfaitement de mon côté. OK. Je crois que tu as déjà euh, fait une très bonne introduction, hein? Tu as déjà fait l'introduction. Aujourd'hui, comme le webinaire l'a annoncé, nous allons nous entretenir sur un peu les erreurs courantes à éviter donc, lors de nos soumissions. Et tu as déjà dit dans ton introduction que le secteur privé, souvent dans les interventions de cabinet, estime que on travaille beaucoup plus avec le secteur public et il est quand même intéressant de les entretenir également sur certains points qui vont leur permettre donc d'améliorer donc les solutions prochainement. Et donc, si tu me le permets,
Je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet on a juste 1 heure de temps. Alors, Oui, la première des vous choses, êtes déjà lancé, il n'y a pas de problème. voilà, la première des choses, au niveau du secteur privé, lorsque nous sommes opérateurs économiques, lorsque nous avons une entreprise et que nous avons envie de soumissionner à des marchés publics, la première des choses qu'il faut faire, c'est de se familiariser avec les tests réglementaires. Je crois que c'est euh, une erreur que de ne pas connaître donc, les différents tests, donc le code des marchés publics et ses décrets d'application, les circulaires et autres. Un peu plus bas, je vais faire un focus sur une circulaire qui, courant 2024, bon, courant 2025, a fait échouer beaucoup de prestataires. On va revenir sur la question tout à l'heure. Donc, il est vraiment important de se familiariser avec tous les tests, donc réglementaires qui régissent donc la passation des marchés publics au Bénin. Donc, code des marchés publics, décrets, circulaires et autres. C'est vraiment très important. Alors, la deuxième chose que nous ne faisons pas suffisamment et qui nous crée des préjudices, c'est que nous n'évaluons pas un marché public avant de soumissionner. Je répète, nous avons l'habitude de ne pas évaluer le marché public avant de soumissionner. On ne soumissionne pas à tous les marchés publics. J'ai des frères et amis qui sont dans le privé comme moi, qui pensent que lorsqu'on lance un marché public, c'est qu'ils doivent soumissionner à tout. Quand ils voient un appel d'offres quelque part, on soumissionne, on passe le temps à soumissionner. Non, on ne soumissionne pas à tout. Il y a un travail préalable qu'on fait et c'est après ce travail qu'on décide de soumissionner ou de ne pas soumissionner. On appelle ça le go, le no-go. Donc, c'est vraiment très important. Alors, lorsque vous voulez soumissionner un appel d'offres, il faut analyser le dossier d'appel d'offres, vérifier tout ce qui est exigence technique, administrative et autres. Est-ce que le personnel que les gens ont demandé dans le dossier, est-ce que vous avez la possibilité donc de réunir ce personnel-là? Est-ce que le matériel qui a été demandé, est-ce que vous avez la possibilité? Est-ce que vous l'avez en propriété ou bien vous avez la possibilité de le louer? Il faut vérifier tout ça. Toutes les contraintes financières, est-ce que vous avez la possibilité, la capacité d'aller chercher les capacités financières, les garanties qu'il faut pour pouvoir solutionner cet appel d'offres? Il faut d'abord évaluer tout ça. Combien vous-même vous avez financièrement qui puisse vous permettre donc de soumissionner convenablement à cet appel d'offres? Il faut d'abord évaluer tout ça avant de décider de soumissionner ou non. Très souvent, on décide de soumissionner et en cours de chemin, on se rend compte que, bon, il nous manque un ingénieur expérience 15 ans, on commence pas à courir dans tous les sens et on commence pas à appeler tout le monde. Est-ce que tu as un ingénieur expérience 20 ans? Est-ce que tu as un ingénieur expérience 15 ans? Non, il faut d'abord se rassurer de tout ça avant donc de décider donc, de soumissionner. Ça, c'est vraiment très important. Je suis revenu également sur la question donc des ressources financières. Il ne faut pas négliger que le montage d'un dossier d'appel d'offres nécessite des ressources. Le montage, la photocopie, les relus, même le dépôt de dossier. Nous sommes opérateurs économiques. Parfois, on n'a même pas 500 000 dans nos caisses. On finit de monter le dossier doit être peut-être déposé à Cotonou, mais on se rend compte qu'on n'a même pas les ressources pour déplacer quelqu'un pour aller à Cotonou. Ou on n'avait pas les ressources donc pour faire tout ce qui est photocopie et autres, pour l'équipe même de montage, pour les entretenir. Donc, c'est très important. Si vous n'avez pas assez de ressources, il faut déjà voir comment est-ce que vous faites. Donc, c'est vraiment très important. Et souvent, nous soumettons des dossiers incomplets ou mal présentés. J'ai parlé tout à l'heure dans mon introduction d'une circulaire. Je disais que j'allais revenir sur la circulaire. Cette circulaire a fait en sorte que beaucoup de nos collègues du secteur privé ont vu leur offre rejetée parce qu'ils n'ont pas suffisamment, ils ne sont pas
allé suffisamment prendre connaissance de cette circulaire-là. Et au niveau des autorités contratantes, il est arrivé que beaucoup d'offres ont été rejetées. Il y a eu des recours gracieux, contentieux, bien sûr, mais la plupart des secteurs, la plupart des opérateurs, les acteurs du secteur privé ont été déboutés parce qu'ils n'ont vraiment pas compris la clarification que ce circulaire est venu faire et ils n'ont pas pris connaissance pour pouvoir mieux présenter leur offre. C'est la circulaire de décembre, hein, de décembre portant clarification de la modalité de présentation donc, des plis en République du Bénin. Il y a certaines PMP qui sont ici avec nous qui déjà ont reçu dans le cadre donc des dépôts des dossiers, des soumissions, beaucoup de recours en contentieux parce que le soumissionnaire ne comprenait pas très bien comment il faut préparer les enveloppes, comment les enveloppes doivent se présenter. Et ça, je vais à la fin revenir pour essayer donc d'expliquer comment est-ce que donc cette circulaire a clarifié donc la présentation des prix pour nous permettre vraiment de ne plus tomber donc dans ces erreurs. Alors, également, nous avons dans notre organisation, dans la précipitation parfois, nous soumettons des dossiers incomplets. Et lorsque le dossier est incomplet, ça reflète déjà, c'est-à-dire un malaise. C'est-à-dire on sent que vous êtes une entreprise qui n'est pas sérieuse. Vous présentez un dossier avec des pièces qui manquent. Vous présentez un dossier avec des pièces mal organisées, qui ne sont pas très bien alignées. Déjà, l'autorité contratante trouve que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux et ça pousse également à ce que vos offres ne soient pas retenues. Lorsque on doit présenter une offre financière, par exemple, il faut que nous prenions le temps de réellement comprendre quel est le fond donc, du dossier. Parce que nous avons également l'habitude au niveau des collègues du secteur privé de proposer des offres financières non réalistes. Non réalistes. Il y a une activité que les autorités contratantes organisent souvent et nous la négligeons. Lorsque on demande de venir faire les visites de sites, la plupart des collègues n'y vont pas parce qu'ils estiment que c'est une formalité, ce n'est pas nécessaire. C'est une grave erreur parce que ça vous permet de connaître le lieu, de voir un peu les contraintes techniques et de proposer une offre financière en conséquence. J'ai eu des cas où des gens ont soumissionné dans une commune au nord du Bénin. On a organisé les visites de site, ils ne sont pas venus. Et malheureusement, heureusement pour eux, et en même temps, malheureusement, ils étaient attributaires du marché. Mais pour se rendre dans cette commune, je crois que pour même amener les matériaux de construction dans cette commune, il faut vraiment beaucoup de logistique pour pouvoir amener. Parce que il y a en saison pluvieuse des coupures qui permettent de ne pas approvisionner pardon, à temps. Et c'est un surcoût sur l'offre. Ils n'ont pas pu évaluer ça en amont. Et par la suite, ils ont totalement abandonné le marché parce qu'ils ont estimé qu'ils étaient plus rentables pour eux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas, au préalable, participé pour anticiper les questions donc voilà, d'accessibilité du site et autres. Nous avons également la question des prix anormalement bas ou très élevés, donc qui sont très irréalistes.
parce que nous ne prenons pas vraiment le temps de mieux préparer les offres financières, comme je l'ai dit, et les prises unitaires que nous mettons dans nos DQE ne reflètent même pas la réalité. Nous ne prenons pas la peine de lire les plans de passation que les différentes autorités contratantes publient, les avis généraux de passation des marchés. Nous n'essayons pas d'aller sur les sites pour déjà avoir une idée donc, des différents montants, mais nous restons dans nos bureaux et comme ça, nous proposons des prises unitaires qui, à la fin, donc, s'avèrent vraiment irréalistes. Et ça, c'est vraiment une erreur très grave. Alors, dans les documents des offres financières, notamment au niveau des DQ également, beaucoup d'erreurs, notamment dans le remplissage des DQ. Parfois, dans la précipitation, comme je le dis, il y a des postes qui sont omis carrément, ou il y a des quantités qui ne sont pas reportées convenablement. Et vous savez, la conséquence, c'est que on dira que votre DQ n'est pas conforme. Même quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des collaborateurs qui préparent les offres, il faut vraiment prendre le temps de revoir ces questions-là et de vous assurer que les documents que les collaborateurs ont produits sont conformes aux exigences techniques donc, de votre dossier de soumission. C'est très important. Il y a un travail d'assurance qualité qui vous fait à la fin et vous assurer que tout ce qu'on doit mettre dans le dossier, donc, y figure. C'est vraiment très, très, très important. Alors, je reviens également au niveau des erreurs techniques et méthodologiques. Il est courant, et ça, nous le faisons tous, hein, lorsque nous avons déjà participé à un appel d'offres, nous avons notre méthodologie, nous avons nos plannings qui sont là. Il est courant de copier-coller les méthodologies, alors qu'en réalité, les ouvrages ne sont pas les mêmes. La méthodologie pour réaliser un ouvrage de franchissement n'est pas la même méthodologie pour réaliser un module de classe ou pour réaliser peut-être pour réhabiliter un bâtiment. Donc, il est très important de bien lire le document et d'adapter la méthodologie technique donc, au type d'ouvrage que vous voulez réaliser. Ça, c'est une erreur courante que nous avons l'habitude de remarquer donc, dans les dossiers et qui font que les dossiers ne passent pas. Je suis également revenu sur la question du personnel. Il est très important, lorsque vous êtes en face d'un dossier, de checker le personnel que les gens vous ont demandé, de vous assurer que le personnel là répond aux exigences techniques, donc avant de les mettre dans le dossier. C'est vraiment très, très, très important. Et également, au niveau des plannings, le secret, au niveau des plannings, il faut vous dire que le planning et la méthodologie vont ensemble. Ça doit être un document cohérent. Alors, au niveau de l'autorité contratante, on essaie de les superposer. Vous avez proposé une méthodologie, on va croiser votre méthodologie avec votre planning pour voir un peu la cohérence. Très souvent, ce n'est pas cohérent. Il y a des étapes qui sont prévues dans la méthodologie. Ces étapes ne se retrouvent même pas dans les plannings et vice-versa. Je pense que c'est très important d'avoir une équipe technique qui travaille à ça et qui essaie d'adapter chaque ouvrage donc, aux solutions que vous proposez. Il y a également le non-respect des délais et des modalités de dépôt. On est tous d'accord ici que lorsque vous déposez une offre hors délai, elle n'est plus
acceptable. Je suis à Cotonou, je veux déposer un dossier à Candy. Ce n'est pas la veille qu'il faut envoyer le dossier par ATT, chercher quelqu'un pour récupérer le dossier à Candy et commencer par courir dans tous les sens pour le dépôt. Non, je dois prendre des dispositions pour m'assurer que le dossier vienne à temps. C'est vraiment très important. Et aussi, lorsque je prends le dossier d'appel d'offres, il faut bien vérifier le lieu de dépôt. Parfois, vous allez dans certaines structures, la structure est grande, vous allez dans un ministère pour déposer les dossiers. C'est une grande structure. Vous venez, vous vous perdez, vous passez 30 minutes à tourner dans la maison sans savoir réellement où déposer. Donc, déjà, c'est de vous assurer, avant même le dépôt, de connaître le lieu de dépôt, comment ça se passe et tout. Et cela va vous permettre donc de faire un dépôt normalement. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. Si possible même, pourquoi, en tant que chef de l'entreprise, ne pas aller faire un dépôt en main propre pour vous assurer que votre soumission a été réellement déposée au lieu et aux heures indiquées. C'est vraiment très, très important. Alors, parfois, également, nous sommes en face de certains dossiers, je ne dirais pas qui ne sont pas, bon, qui ne sont pas suffisamment clairs que l'autorité contratante a préparé. Beaucoup d'acteurs du secteur privé n'ont pas ce courage-là de demander des clarifications donc, à l'autorité contratante. Demander des clarifications ne veut pas dire que vous êtes, c'est pas, vous êtes soit en contentieux, non. C'est vous permettre donc de mieux préparer vos dossiers. Donc, nous recevons parfois des dossiers où, peut-être dans le montage, dans la précipitation, il y a peut-être certaines informations qui manquent ou certaines choses que nous n'avons pas bien perçues. Nous restons là, nous ne demandons pas à l'autorité contrainte de nous clarifier avant le dépôt et préparer l'offre avec cette incertitude peut également nous être préjudiciable. C'est vraiment très important. Lorsque vous lisez votre offre, lorsque vous ne comprenez pas, la loi vous permet donc de crier à l'autorité contratante pour lui demander un certain nombre de clarifications. Et je crois que dans la plupart des cas, ces autorités-là nous répondent toujours. Et même ces réponses peuvent même amener à faire donc des addendums si éventuellement vos remarques ou peut-être les suggestions que vous avez faites sont pertinentes, l'autorité contratante peut revoir et donc faire peut-être un addendum pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment suffisamment important de le faire. Et donc, nous ne le faisons pas. Et à la fin, c'est nous qui subissons donc là. Je voudrais revenir également sur les présentations désordonnées. Il faut, autant qu'on le peut, essayer donc de classer les offres conformément donc, au classement des pièces demandées. Parce que parfois, nous recherchons des pièces et parce que c'est pêle-mêle, l'évaluation des offres devient pénible. Donc, c'est souvent plus facile à une autorité contratante quand elle voit un dossier bien monté, bien classé, dans l'ordre des pièces demandées. Je crois que c'est vraiment suffisamment intéressant. Ça montre déjà donc, du sérieux donc, de votre entreprise et c'est vraiment très important de le faire. Alors, les documents
présenté doit être également conforme aux exigences. On a dit qu'on doit présenter des documents en original. Il faut vous assurer que les documents, quand on dit que c'est en original, c'est en original. Quand on parle de copie conforme, il faut vous assurer vraiment que c'est en copie conforme. Il faut vous assurer également de la disponibilité de la version numérique sur clé, également très important. Nous avons parfois, nous recevons des offres où soit la clé manque, soit la clé ne s'ouvre même pas. Ça veut dire que le candidat n'a même pas pris, ou le soumissionnaire n'a pas pris la peine de vérifier même que sa clé marche. On a juste acheté la clé, on a essayé de mettre dedans et puis rapidement on emballe et on envoie. Donc, c'est vraiment très important. C'est des petites choses comme ça qu'on néglige et qui peuvent nous faire donc rater donc des opportunités d'être attributaire dans le cadre donc d'un marché public. Les délais de réalisation irréalistes. Donc, parfois, certains prestataires également, dans le cadre des marchés publics, proposent des délais trop courts. Des délais trop courts. Et lorsqu'ils font le planning et la méthodologie, ces délais-là n'arrivent même pas, ne sont pas cohérents avec donc la taille donc de l'ouvrage à réaliser. Je pense que j'étais déjà revenu sur la question de méthodologie. Absence de signature ou de cachet. Ça, c'est des erreurs courantes. Beaucoup de soumissionnaires tombent dans ce piège-là. Ils préparent l'offre. Dans la précipitation, on ne vérifie pas les cachets, on ne vérifie pas les signatures, on ne vérifie même pas les dates. Et pour cela, vous savez, on dira que votre offre n'est pas conforme. C'est vraiment très important de faire l'assurance qualité avant de pouvoir donc déposer votre offre. C'est vraiment... Alors, je voudrais revenir, comme je l'ai dit, sur le fameux, la circulaire dont j'ai parlé, la circulaire de décembre, donc portant clarification donc, des modalités de présentation des prix dans le cadre des marchés publics, de travaux, de fournitures et de services. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, cette circulaire-là, beaucoup d'acteurs du privé sont tombés dans le piège de l'ignorance. Je peux dire, sont tombés dans le piège de l'ignorance parce que ils n'ont pas pris la peine de s'approprier donc la circulaire. Alors, la circulaire dit ceci, que pour les marchés de travaux, fournitures et services en République du Bénin, voilà comment nous devons présenter nos offres. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'on a une enveloppe unique extérieure. Une enveloppe unique extérieure qui doit contenir une enveloppe qui porte la mention originale contenant l'original des documents, séparément l'offre technique et l'offre financière, ainsi que la clé USB
la garantie de soumission et les renseignements relatifs à la candidature. Ça, c'est une première enveloppe. Une deuxième enveloppe portant la mention copie contenant la copie des documents donc de l'offre, notamment l'offre technique et l'offre financière séparément, la garantie de soumission ou la lettre de déclaration de garantie. Les renseignements relatifs à la candidature, notamment donc les formulaires et ses annexes, et éventuellement une enveloppe portant la mention variante, si variante il y a. Et la circulaire dit que l'enveloppe extérieure doit être adressée à l'autorité contractante conformément aux dispositions du dossier d'appel à concurrence. Donc, il doit comporter notamment l'appel à concurrence et toutes donc, les informations que vous connaissez. Et porter donc la mention ne pas ouvrir avant la date et les heures fixées. Alors, cette circulaire-là, lorsque vous allez au niveau de l'ARMP aujourd'hui, vous voyez les trucs, beaucoup de prestataires n'ont pas compris et ont attaqué les autorités contractantes parce que déjà, à l'ouverture des prix, la circulaire qui leur demande de présenter leur prix d'une certaine manière n'avait pas été respectée. Et donc, ça a créé vraiment suffisamment de problèmes. Mais quand vous regardez très bien, c'est du côté donc, des acteurs privés qu'on sent qu'elle n'a pas été suffisamment appropriée. Et c'est pourquoi ils pensent que lorsque les prix sont rejetés, c'est que l'autorité contractante n'est pas dans ses droits de rejeter donc, les prix. Donc, je pense que c'est une circulaire parmi tant d'autres. Il y a d'autres également dispositions qui sont là, qu'il faut essayer de s'approprier. C'est autant donc d'arsenal juridique et réglementaire qu'on doit s'approprier pour mieux préparer, donc mieux préparer nos offres et éviter que nos prix soient rejetés ou que nos dossiers soient rejetés pour nos conformités. Donc voilà un peu en résumé ce que je voudrais partager avec vous. Et je ne sais pas si Monsieur Akibou va peut-être dire un mot avant qu'on ne passe éventuellement aux questions d'éclaircissement éventuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présentation, Monsieur Taveguian. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois, expert en marché public, ingénieur génie civil, pour faire court, à vrai dire, qui a été longtemps, pendant plusieurs années, le responsable marché public au niveau de plusieurs structures de base, notamment le développement local, je le connais bien. Et il y a eu donc affaire au marché généralement de plusieurs catégories, les grands tout comme les tout petits au niveau local, et qui a d'ailleurs travaillé aussi pour une association de développement, une fêtière des communes du Bénin, en République du Bénin, une fêtière des communes de la République du Bénin, et des financements bien sûr aussi extérieurs, notamment si j'ai bonne mémoire, la coopération suisse et autres bailleurs. Donc à ce titre-là, je pense il a brillamment exposé les erreurs qui vous feront rater votre mission, et je crois qu'il était suffisamment clair. Et c'est pas limité parce il n'a pas pris le risque de, de mettre un caractère exhaustif sur cela. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être certaines choses qui vont encore venir de vos questions, c'est ce qu'il espère d'ailleurs. Et sur ce, je ne peux que ouvrir le bal des questions-réponses. Et ceux qui veulent se prononcer peuvent lever la main. On déclenche le micro pour eux se prononcer et puis on ferme le micro. Et nous allons périodiser la méthode, vu le timing aussi, on va prioriser la méthode classique. Tout le monde se prononce une fois et M. Bouillon répond aussi en une fois. Donc, il peut répondre individuellement à chacun après ou il va voir s'il y a des questions qui se rejoignent ou pas. Et on prend de toute façon les questions en bloc. Merci beaucoup. Donc, c'est ouvert pour ceux qui sont dans des environnements où ils ne peuvent pas se prononcer. Ils pourront écrire dans le chat. M. Bouillon va lire aussi, puisqu'il va voir dans le chat aussi les questions. On va lire avec lui.
Maintenant, si vous voulez vous prononcer verbalement, vous déclenchez, vous demandez cela. Vous levez juste la main. Vous cliquez juste sur lever la main et puis nous activons votre micro. Merci beaucoup. Monsieur, Monsieur Basfaï, allez-y. Oui, allô? Bonjour Bon. tout le monde. Bonjour, Monsieur Faye. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Akibou, Monsieur Monsieur Bian. Monsieur Bian. Bon, je m'excuserai, hein, peut-être, je sais pas, je suis en voiture, j'ai suivi quand même en cours de route, peut-être il peut y avoir quelques difficultés pour le retour, je sais pas si vous me recevez bien. On vous reçoit parfaitement là. Pour le moment, on vous reçoit parfaitement. Voilà, moi c'est Basfaï, je suis ingénieur routier au FERA, en même temps président de la commission des marchés au niveau du FERA, le Fonds d'entretien routier autonome au Sénégal. Voilà, vraiment, je vous remercie encore une fois, comme vous l'avez l'habitude de le faire, hein, par rapport vraiment aux vidéos que vous faites, aux webinaires et tout ce que vous êtes en train de faire en marché public. Merci beaucoup aussi à l'exposant. Il a quand même essayé de parcourir de manière assez exhaustive du moins, les erreurs qu'il faut vraiment éviter pour quand même en soumission pour ne pas rater un marché public. Bon, moi je vais mettre l'accent surtout sur le tout premier point qu'il a évoqué, à savoir les ressources humaines qualifiées. Aujourd'hui, la première chose pour un soumissionnaire, c'est quand même d'avoir un personnel qualifié qui connaît un peu, qui s'y connaît un peu en marché public pour pouvoir quand même préparer un dossier. Que ça soit un personnel de l'entité qui soumissionne ou bien s'il n'a pas le... C'est pas évident de pouvoir quand même avoir ce personnel en interne, mais il faut quand même prendre la peine de prendre contact avec les agents. Soit, je ne sais pas, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ou bien il prend vraiment la peine de payer quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu pour vraiment pouvoir présenter un dossier pour quand même s'attendre à gagner un marché. Ça, c'est le premier point. Bon, le deuxième point, c'est une question. Aujourd'hui, pour un soumissionnaire, quand même, qui a créé soit sa boîte, ça fait pas très longtemps. Qu'est-ce qui, parce que les critères qui sont souvent mis dans les dossiers d'appel d'offres, je citerai par exemple l'expérience générale, qui nécessite des fois 5 ans, 10 ans avant l'expérience spécifique. Quelqu'un qui crée une boîte qui a des moyens financiers et peut-être un panel, le matériel qu'il faut. Aujourd'hui, il est quand même un peu limité par rapport à certains critères qui sont souvent mis dans les dossiers d'appel d'offres, l'expérience générale et l'expérience spécifique. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce que c'est un critère éliminatoire. Un soumissionnaire peut respecter tous les critères. Il peut avoir peut-être 3 années d'existence, avoir même les références spécifiques, mais les références générales qui demandent à ce que l'entreprise ait une existence de 5 ans, voire 10 ans, est-ce que ce critère-là ne pourrait pas être remis en question, ou bien le critère d'ancienneté de la société qui soumissionne? C'est cette question que je voulais poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Nous avons très bien enregistré votre question. Merci beaucoup de votre fidélité également pour les vidéos que vous suivez, que vous partagez et puis les webinaires auxquels vous participez. Merci de votre fidélité et de votre intervention. Autre question? Autre préoccupation? Pour le moment, il n'y a que Monsieur Faye.
Ça pourrait Tu peux y être aller. aussi. Pour le moment, il n'y a que M. Faye. M. Isaac Amadji a dit le bouton. On ne comprend pas ce qu'il veut dire par le bouton. S'il veut se prononcer, il peut lever la main. Ok, il a soulevé la main. Je pense que c'est ça. Oui, Isaac Amadji. Monsieur Amadji, il n'a pas levé la main, on ne voit pas sa main. Parce que s'il lève la main, ça le met automatiquement en priorité. Il a écrit directement, soulever la main. Un instant. On est obligé de rechercher son nom dans toute la liste avant de le faire. Alors que s'il l'avait fait, voilà, je pense que c'est bon. Monsieur Amadji, allez-y. Je pense que vous avez l'autorisation. Monsieur Amadji, allez-y. Monsieur Amadji, votre micro est ouvert, allez-y. Monsieur Isaac Amadji, vous pouvez vous prononcer. Bon, je pense que Son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas du tout. Ouais. on l'attend pas. Je pense que... D'accord. Bon, en attendant, on va passer à Monsieur Yango qui a écrit dans le chat, qu'on peut tous lire. Hein. Monsieur Yango qui dit: avant tout, je tiens à féliciter le présentateur pour la qualité de son exposé, qui était à la fois clair, structuré, très instructif. J'aimerais, je cite Monsieur Yango toujours, j'aimerais poser une question concernant l'expérience du personnel, notamment celle requise pour un chef de mission. Il est souvent demandé une expérience générale de 10 ans, par exemple. Ma question est la suivante. À partir de quel moment commence le décompte de cette expérience? Est-ce à partir de la date d'obtention du diplôme requis ou à partir des attestations de bonne fin d'exécution des missions réalisées? Pertinente question qui revient généralement même et qui fait l'objet de beaucoup de discussions lors des- 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 pendant les commissions. Et on espère que M. Guillain aura une réponse pour nous également là-dessus, parce qu'il est forcément outillé là-dessus, vu qu'il est très expérimenté dans le domaine. Oui, M. Amadi, on ne peut pas autoriser les participants à activer leur micro eux-mêmes. Si on le fait tout à l'heure, vous n'allez plus rien entendre. Tout le monde va activer son micro, on va entendre des bruits de gauche à droite. Et c'est ça qui fait même actuellement même de gérer cette fluidité. Donc, si on le laisse automatiquement, vous allez entendre des gens avec des klaxons, des cris d'enfants, et c'est pourquoi on ne le laisse pas. Vous levez la Peut-être qu'on main va si on vous autorise cela. Donc, M. Amadi, on vous avait autorisé, mais vous ne vous étiez pas prononcé. On va encore une fois lancer. On vous donne l'autorisation, déclenchez le micro comme vous l'avez fait. Maintenant, on vous écoute, M. Amadi. Monsieur Amadi, on vous écoute, votre micro est activé. Il peut peut-être écrit. Alors, si Je éventuellement. crois qu'il a un souci de micro, parce que là, son micro est bien activé, c'est bien ouvert, mais on ne voit pas. On ne l'entend pas plutôt. Il peut peut-être poser la question. On lui Comme... propose d'écrire dans le chat. En attendant, on va passer à monsieur Mendy Pierre. Donc, on va couper le micro de monsieur Amadi d'abord et on va passer à monsieur Mendy Pierre. Lui aussi, il faut aller chercher dans la liste. Alors que lorsqu'il lève la main, ça le met automatiquement en haut et c'est plus facile de passer. Ça met même parole de priorité. D'accord, on va faire comme ça. Monsieur Mendy, vous avez la parole. Votre micro est ouvert. Monsieur Mendy, votre micro est ouvert. Vous pouvez vous prononcer. Bizarre. Monsieur Mendy, vous me recevez? Bizarre. Monsieur Mendy, vous pouvez vous prononcer, c'est bon. Votre micro est activé.
Monsieur Mendy, on ne vous reçoit pas du tout. Il peut peut-être écrire aussi, hein. Oui, c'est bizarre. C'est En bizarre temps, on parce a qu'il dit quoi? qu'il a envie de parler, mais que On ne le reçoit pas, hein, je ne sais pas pourquoi. c'est pareil pour M. Amadi aussi. Il peut peut-être écrire. Ça ne semble pas général parce que monsieur Faye s'est prononcé correctement tout à l'heure. Effectivement. Donc, il peut écrire dans le chat en attendant. Est-ce qu'il y a un autre participant qui voudrait quand même nous confirmer que le problème n'est pas à notre niveau, hein, en se prononçant? Déjà, à titre de test, je vais demander à Madame Agbenou, est-ce que vous me recevez correctement? Oui, je vous reçois. D'accord. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas à notre niveau. On vous a reçu correctement. Merci beaucoup. Deux participants ont levé la main, hein. Oui, il y a toujours M. Amadi et il y a aussi chargé des affaires académiques. Bon, ça, la personne va devoir se présenter. Ok, chargé des affaires académiques, vous avez la parole. Allô? Oui, allez-y, on vous entend. Ok, non, c'était tout juste pour voir si ça marchait, comme vous avez dit là. Ici, on m'appelle Dieudonné Guigan. Du Bénin. Oui, du Bénin. Ok, monsieur Gouya, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. D'accord, ça va. On a vu chargé des affaires académiques, c'était oui, Dieudonné Guigan, je pense qu'on travaille actuellement. Ah oui. Voilà, je vous Est-ce reconnais. que c'est le même Dieudonné Bégan que je connais? Ah oui, c'est le même. Amen. Cher ami, comment tu vas? Ça va très bien. D'accord, ok. Parce qu'on a vu chargé des affaires académiques et autres, on ne savait pas qui est derrière. D'accord. Sinon, le problème n'est pas à notre niveau. Oui. Merci Merci. beaucoup, monsieur Guigan. Monsieur Pierre Mendy, on va vous donner encore une fois l'autre. Allez-y, monsieur Mendy. Voilà. Mais Isaac peut écrire directement, Mendy également. Écrivez dans le Allô, chat. est-ce que vous me recevez là? Est-ce que là, Ah c'est oui, bon? là maintenant, oui. Monsieur Mendy, oui, on vous reçoit maintenant. Désolé, hein. Et merci beaucoup, M. Bass, pour la session. Et merci au présentateur. Je vais aller rapidement à ma question. D'abord, une première suggestion. Moi, j'ai eu un dossier où on a été éliminé pour cause de période de validité de l'offre. Donc, nous, on a soumis une offre sur la base de la première période de validité qui est inscrite dans le DAO, sachant que dans le complément d'info, le client avait étendu la période de validité et là, on l'avait loupé. Donc, ça, c'est une petite contribution. Il faut scrupuleusement respecter les périodes de validité prescrites dans les cahiers des charges. Alors, ma question est la suivante. Lorsqu'on répond en groupement et qu'on prépare la garantie de soumission au nom du groupement et que entre-temps, on change une entité du groupement, on remplace par une autre entité du groupement et qu'à la fin, on se rend compte que si on doit relancer la procédure de garantie qui prend du temps, on ne pourra pas l'avoir avant la soumission. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette garantie qu'on avait déjà acquise au niveau de la banque pour soumettre et peut-être après la soumission, renvoyer un complément d'information, un complément de dossier au client avec la nouvelle garantie qui est émise par la banque, D'accord, monsieur Mendy. Maintenant, bon, à titre de clarification pour monsieur Guyan, je voudrais vous demander, monsieur Mendy, le cas dont vous parlez ici au niveau de l'autre membre du groupement, est-ce que c'est une décision unilatérale du groupement de changer un membre du groupement ou c'est-à-dire c'est le second membre du groupement qui au fait a peut-être été racheté ou absorbé par une autre entité et qui change en fait de nom.
Est-ce que c'est le cas? Lequel vous parlez duquel des deux cas? C'est le cas, c'est pas une décision unilatérale, Mhm. mais c'est en cours d'évaluation. On se rend compte quand on utilise telle entité, les implications fiscales peuvent être plus conséquentes et qu'on décide de changer avec une autre entité, toujours dans le même Mais groupe. Hein, parce que moi, qui décide de j'évolue dans changer, au un fait? groupe. Le leader du consortium, mais de concert avec le membre du groupement. En pleine, les dossiers déjà déposés, c'est ça? Non, En pleine on se structure. prépare pour déposer. On a déjà la garantie qui a été émise avec D'accord, d'accord. la première Donc, en phase entité, pré-soumission. voilà, en phase de Non. pré-soumission. En D'accord. Donc, M. Bian pré-soumission, le pourra... dossier a été déjà soumis, non? Non, d'après ce que M. Mendy dit, le dossier était déjà en cours de préparation. Ils ont déjà même obtenu le document de la garantie au nom des deux groupements. Donc, Exactement, entre-temps, ils exactement. veulent changer le deuxième groupement avant d'aller déposer mais le temps d'obtenir la nouvelle garantie liée au changement va faire qu'ils vont Oui, être hors délai. oui. Exactement. Donc, ils demandent, ils déposent avec l'ancien document qu'ils avaient déjà, qui est, bon, d'après ce qu'il semble dire, semi-conforme parce que un membre du groupement est OK, mais l'autre qui sont en train de changer n'est pas là-dessus, n'est pas sur le document. Et est-ce que, à Exactement. ce titre-là, l'élimination ou non, ça va dépendre aussi de la législation, vous nous expliquerez, est-ce que ce document-là fait partie des documents pour lesquels on peut déjà t'éliminer à l'ouverture? Ou est-ce que ce document-là, même s'il est absent ou non conforme, pourra être exigé en complément à la suite du processus pour qu'eux puissent quand même le fournir convenablement? Je pense que c'est ce qu'il est en train de demander, Monsieur Exactement. Mendy. Exactement. Maintenant, Et une dernière j'ai juste une question, deuxième question. C'est quel type de groupement? c'est un groupement solidaire. D'accord, merci. C'est juste pour avoir des éléments pour Ah, Monsieur Bien, oui, pour tout à fait. pour C'est sa quel Dernière pays? réponse. C'est quel question. pays? Merci. C'est quel pays? Le Sénégal, je Monsieur crois. Mendy. Le Sénégal, le Sénégal. Une dernière question à Kibou? Bon, pas à moi, hein. Moi, je ne fais que clarifier. Allez-y. Non, une dernière question. Je peux y aller? Allez-y, Monsieur Mendy. Allez-y. Voilà. La question est la suivante. En fait, on demande souvent les états financiers certifiés. On sait que d'habitude, pour la dernière année, il est très difficile de l'obtenir dans les délais. Et donc, est-ce que fournir un état financier avec la signature de l'expert, d'un commissionnaire au compte, sans que le document l'état financier soit certifié, est-ce que c'est quelque chose qui peut être accepté? Parce que nous, on avait eu ce problème. Les états financiers de la dernière année n'étaient pas certifiés. On a produit une lettre qu'on a fait signer au commissionnaire au compte pour prouver que les états sont en cours de certification et qu'on n'a pas encore reçu le certificat. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé pour bypasser le fait que l'état financier n'est pas certifié? D'accord, je crois que j'ai C'est bien une sorte de compris. déclaration sur l'honneur signée par le commissionnaire au compte. D'accord. Bien reçu aujourd'hui aussi. OK, merci. Merci beaucoup, Monsieur Mendy. Je pense qu'il y a une question aussi dans le chat de Monsieur Dorel Loemba, mon ami de Brazzaville, si ma mémoire est bonne. Il est du Congo. Voilà, là, il pose deux questions. Je lis Monsieur Loemba. Bonsoir, merci beaucoup pour ces lumières. J'ai une question. Finalement, vous en avez posé deux, hein. Quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquemment négligées par les entreprises dans leur soumission, notamment celles qui ne sont pas explicitement listées comme éliminatoires dans le DA ou l'ADP, mais qui conduisent quand même au rejet technique ou financier de l'offre? Si j'ai bien compris votre question, vous êtes en train de demander quelles sont des erreurs qui ne sont pas systématiquement listées comme éliminatoires dans un DAO, mais qui, si vous les faites, ont conduit à un rejet de votre dossier. Je le dis comme ça tout simplement pour récapituler. Je pense que normalement, cette question-là, M. Bien avait répondu à ça au début, en fait. Il avait été clair lorsqu'il parlait des questions de législation et autres qu'il faut aller voir pour être, qui sont hors DA ou qui sont hors dossier d'appel à concurrence. Il n'y a pas que le dossier d'appel à concurrence, il y a les dispositions qui suivent, les circulaires et autres. Je pense qu'il avait répondu à cela. Il pourrait nous dire si j'ai bien compris l'esprit de ce que M. Lemba a posé comme question. Peut-être qu'il n'était pas là au moment où vous étiez en train de parler.
Il dit aussi pour un recrutement d'une ONG, toujours M. Louemba, si un groupement est constitué d'un cabinet et d'une ONG, un groupement hybride, hein, cabinet et ONG, sachant que le cabinet qui a vu l'offre, sachant que c'est le cabinet qui a vu l'offre, bien que le chef de file soit l'ONG dans l'accord de consortium, est-ce que conformément au règlement de la Banque mondiale, le groupement peut être éliminé? Ah bon, là, vous rentrez en procédure spécifiquement bailleur. Peut-être que M. Gouyan me donnera l'autorisation aussi de faire des compléments s'il le veut bien. Donc, un groupement d'abord même constitué de cabinets et ONG. Donc, est-ce que vous dites que c'est le cabinet qui a vu l'offre et que c'est l'ONG qui est Quelle chef de file? procédure? Il a parlé de Quelle Banque mondiale. procédure? Il dit, est-ce que conformément au règlement de la Banque mondiale, le groupement peut être éliminé? Il a dit Banque mondiale. Ah ouais. Monsieur Dorel Louemba de Brazzaville et Monsieur San, bon, S-A-N, est-ce que dans le cadre d'un marché de services de consultants, on peut rejeter une proposition financière anormalement basse? Il parle de proposition financière anormalement basse dans le cadre d'un marché de services de consultants, prestations intellectuelles. Donc voilà pour le moment les questions que nous avons reçues. Je pense que c'est tout. Monsieur Amadi qui n'a toujours pas écrit dans le... On va réactiver encore son micro une fois, on va voir ce que ça donne. Monsieur Amadi, allez-y, on vous écoute. Je crois que, comme on le dit en français courant, les dieux de la technique aujourd'hui ne sont pas de son côté, malheureusement. Le micro est toujours actif, mais on ne l'entend pas. Et tout semble indiquer que le problème n'est pas à notre niveau. Donc, monsieur Amadi, vous pourrez écrire dans le chat pour vous rattraper, comme les autres l'ont fait. Merci beaucoup. Monsieur Amadi, merci d'écrire dans le chat pour rattraper. S'il n'y a pas d'autres questions, on va permettre à monsieur Guiyan de répondre. Monsieur Guiyan, je pense que vous avez écouté et aussi écouté les questions et aussi écouté les retranscriptions de questions que j'ai eu à faire. Est-ce que vous pouvez déjà démarrer les approches de Oui, production de réponses? d'entrée, je tiens à remercier vraiment tous les participants. Ça montre vraiment qu'ils ont vraiment témoigné de l'intérêt à ce que nous avons fait également. Ils ont véritablement suivi. Bon, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions parce que je n'ai pas toutes les réponses, mais je ferai l'effort donc de répondre donc aux questions. Apparemment, ça marche. Et je vais également, comme le DG Bass Consulting, là, je vais également l'autoriser à répondre sur les autres questions où il pourrait vraiment nous éclairer. Alors, Pas de souci. sur la question des entreprises nouvellement créées, je crois que la capacité technique là est justifiée par l'expérience du personnel d'encadrement proposé. C'est sur ça que les gens se basent. Si vous avez une entreprise naissante, il faut que le personnel que vous proposez ait une expérience solide. Et en termes d'années d'expérience, l'année d'expérience est supérieure, on demande une année d'expérience supérieure à celle d'une entreprise ancienne. Et au Bénin, vous allez voir, lorsque nous prenons nos dossiers, pour les critères de qualification, on fait les critères de qualification pour les anciennes entreprises et les critères de qualification pour les entreprises n'ayant pas encore 3 ans d'existence. Et quand vous remarquez à l'intérieur, c'est sur le personnel donc d'encadrement que se reposent ces critères-là. Donc, je pense que c'est... Et même si vous prenez les tests au niveau des pays francophones, les tests de l'UEMOA, ils sont alliés donc, sur les différents codes, hein, Bénin, Sénégal, Burkina Faso. Donc, on prévoit que les capacités techniques soient justifiées donc, par l'expérience du personnel d'encadrement. Donc, c'est un peu ça. Donc, en l'absence directe, donc, alors, sur la question, donc, sur la question du diplôme, je crois que la règle générale est là.
La règle générale dit que l'expérience, c'est-à-dire quand vous prenez le nombre d'années pour les diplômes là, c'est la date d'obtention du diplôme et la date limite de dépôt des offres. C'est comme ça qu'on fait le décompte. Ça, c'est la règle générale. Donc, si je prends un exemple, si on a un diplôme qui est obtenu, par exemple, le 15 juillet 2016 et que nous avons la date limite des offres le 20 juin 2025, on fait le décompte. Donc, on dira que ce diplôme a 8 ans, 11 mois. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir par rapport au décompte. C'est la règle générale par rapport au nombre d'années pour l'obtention du diplôme. Ça, ce n'est souvent pas compliqué. On le fait facilement. Alors, en ce qui concerne le groupement, je pense que monsieur, il a parlé du Sénégal. Hein. Non, non, celui qui a parlé du groupement cabinet ONG, là. Non. Il y a un premier groupement où, par rapport à il y a eu un accord de groupement. Ok, Et ils n'ont pas pu, ils ont changé voilà. l'entreprise. D'accord. Non, ce n'est pas Je pense que ça, possible. c'est le Sénégal. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je pense que lorsque vous prenez la législation au niveau du Sénégal, il y a un décret, je ne me rappelle plus très bien, monsieur Akim va peut-être revenir sur la question. C'est un décret, c'est le décret 2022, 1529, je pense, hein, sur les normes usuelles. Donc, ce décret-là est venu dire un peu comment ça va se passer. Et donc, la caution, puisque on nous a dit que c'est un mouvement solidaire, non? N'est-ce pas? Oui, La solidaire. caution est délivrée au nom, on suppose que le groupement là devient c'est-à-dire une entité qui est en train de soumissionner. Et c'est au nom de cette entité unique composée par deux personnes morales que la caution a été délivrée. Donc, je pense que si vous soumissionnez comme ça et qu'après vous venez reprendre la soumission, ce n'est pas possible. Les gens vont rejeter l'offre. C'est clair. Je pense que il peut aller, j'ai encore le décret pour voir un peu les conditions à l'intérieur. Je n'ai pas très bien, je n'ai pas le décret sous les yeux, mais ça détaille un peu à l'intérieur comment ça doit se passer. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Monsieur Akib pourrait partager le décret avec lui après. Je ne sais pas si moi-même je l'ai à côté. Donc, c'est le décret 2022-15-29. Sénégal. C'est un des décrets qui était venu au fait renforcer même leur nouvelle révision du code de passation. Exactement. Alors, maintenant, il demandait est-ce que on peut considérer que ce document-là non fourni, c'est-à-dire on peut considérer que c'est non fourni et leur demander cela plus tard? Ça, c'est aussi sa question. non, ce n'est pas possible. Ça dépend. Voilà. Si c'est une caution, vous savez, Voilà. il y a des documents dont l'absence vous élimine. Automatiquement. Parce que le risque, comme vous l'avez dit, c'est que certains jouent même avec ça en se disant, on va essayer, puisque les législations, dans leur flexibilité aujourd'hui, ont commencé par dire qu'il ne faut pas éliminer pour certaines pièces administratives au début. Donc, certains ont commencé par abuser en mettant même les pièces les plus primordiales, les plus essentielles dans cette catégorie, en espérant qu'on va leur demander après, vous n'avez pas fourni ça complété. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est que ici, ce n'est même pas un cas de non fourni. C'est même un cas de ça a même été fourni, mais ça a été fourni, mais non conforme. C'est ce qui est encore plus dangereux. Non conforme, ça a été non conforme. Ça, c'est fourni non conforme, on ne peut plus vous demander. On ne peut plus vous demander, sinon ça devient une modification d'offre. Ça ne peut plus vous demander de corriger, parce que qu'est-ce qu'ils n'en savent rien. Peut-être que c'est comme ça que vous avez voulu déposer, ils ne peuvent pas vous demander de corriger. Donc, si vous demandez de corriger quelque chose,
Mais autant demander même aux autres soumissionnaires de venir encore refaire ce qu'on appelle même une meilleure offre finale en plein jeu. Donc, ça rejoint le même principe, à mon avis, comme l'a dit M. Bien. Ça a été suffisamment clair là-dessus. Merci beaucoup, M. Bien. Il y a la question au niveau de la Banque mondiale, ONG et bureau d'études. Donc, il a d'abord même parlé il disait, première question d'abord, il disait quels sont les... Ça, c'est M. Louemba du Brésil. Il disait la première question avant même la question de la Banque mondiale. Il disait quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquemment négligées par les entreprises qu'on ne voit pas dans les dossiers d'appel à la concurrence, qu'on ne met pas dedans, mais qui quand même font éliminer. C'est la méconnaissance donc des tests réglementaires. Exactement. Exactement. C'est la méconnaissance des tests réglementaires parce qu'on ne met pas tout dans un dossier d'appel d'offres. On ne peut pas tout mettre. Les tests réglementaires viennent déjà définir un peu le cadre, dire un certain nombre de choses. Mais là, il y a les exemples du dossier d'appel d'offres, mais il y a donc les autres tests, comme je l'ai dit tantôt, les décrets, la législation elle-même qui régit les marchés publics, les circulaires et autres qui viennent. La circulaire dont j'ai parlé, par exemple, on ne la met pas expressément dans un DAO, mais elle existe et elle peut faire rejeter votre offre. Il y a d'autres circulaires également, il y a d'autres dispositions comme ça qui ne sortent pas de façon express dans le document. Moi, je dis que la plus grande erreur, c'est de ne pas comprendre donc, la législation qui encadre donc, les marchés publics dans votre pays. Exactement. C'est un peu ça. Et je pourrais peut-être ajouter, M. Bien, si vous le permettez, vous l'avez clairement dit, hein, c'est-à-dire, c'est même par ça que vous avez démarré votre présentation, c'est-à-dire, c'est la base de tout. Et la difficulté, au fait, dans laquelle les opérateurs économiques sont, et pour celles qui sont à un certain niveau, c'est qu'elles soumissionnent dans plusieurs pays au même moment et elles négligent d'abord la connaissance pratique des législations de chaque pays et elles manquent de faire même le suivi et les updates des nouvelles décisions qui sortent pour venir conforter, notamment, vous avez parlé des cas de circulaires, de petits décrets qui viennent renforcer, et même encore un des éléments les plus importants, les décisions des autorités de régulation qui ne sont pas suivies, que les gens ne suivent pas. On ne peut pas être dans le secteur privé, soumissionné dans un pays où on a de l'intérêt et ignorer les décisions que l'autorité de régulation prend. C'est-à-dire, ce sont des cas qui sont même déjà créés pour vous minimiser les risques pour vos futures soumissions, automatiquement. Parce que l'autre chose, c'est le piège de l'harmonisation que nous tendons à faire. On se dit, bon, Bénin, Togo, Sénégal, bon, les mêmes choses là, hein. C'est 8 mois. Bon, attention, il y a des spécificités sur lesquelles ils ne se rejoignent pas. Donc, si tu penses que tu as tous soumission au Bénin, c'est comme ça que ça s'est passé, et tu tentes de répliquer la même chose au Togo, tu peux te tromper à un moment donné. Si tu soumissionnes souvent au Congo-Brazzaville et que tu tentes de refaire la même chose au Cameroun, tu peux avoir des difficultés parce que l'arsenal juridique, certes, il est harmonisé, il n'est pas harmonisé parce que le mot harmonisé n'est même pas le bon mot pour moi. C'est le mot superposable. Il est superposable, mais il n'est pas harmonisé. Il est juste superposable. Et superposable à combien? Vous avez parfois superposable à 80, 75%. Mais le reste, ça constitue des disparités que vous avez intérêt à connaître à ce niveau. Donc, déjà, c'est très important même de faire des études comparatives, déjà que des experts sortent des études comparatives des législations de certains pays. Ça peut permettre déjà au secteur privé aussi d'exploiter ces documents et savoir, attention, dans tel pays, je dois faire attention à ça. Le taux, là-bas, c'est 5, mais ici, c'est 7, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Voilà. Et de l'autre côté aussi, il faut savoir un dossier d'appel à concurrence, quel que soit le nom qu'on lui donne, il reste quand même un document, un outil tactique lors de la soumission. Les outils opérationnels, il a dit, ce sont les décrets, ce sont les circulaires, ce sont les décisions de l'autorité de régulation, et il y a l'outil stratégique en lui-même qui est le code. Et si vous regardez dans le dossier d'appel à concurrence et qu'on ne trouve pas, eh bien, c'est l'outil opérationnel qui va prendre le dessus. Et si on ne trouve pas dans l'outil opérationnel en ordre de préséance, c'est l'outil stratégique qui va vous guider. Donc, vous allez avoir une seule phrase dans le code qui peut venir vous compromettre dans votre dossier d'appel à candidature, alors que vous avez tout respecté, mais si vous ne l'avez pas respecté, même si ce n'est pas dans le dossier d'appel à candidature et que le code l'avait clairement dit, et vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Merci beaucoup, M. Guillain, de m'avoir permis de faire cette contribution. Il y avait une question par rapport à ONG Bureau d'études. Oui, Banque mondiale, c'est toujours le même intervenant. Non, je pense que c'est possible. Maintenant, on ne sait pas c'est quel type, bon, on ne sait pas c'est quel type de mission et autres. Parce que c'est ça aussi. les groupements ONG Bureau d'études, les gens regardent un peu
et la question de complémentarité, la logique de complémentarité. Mhm. Voilà. Et ça dépend des missions. Vous voyez? Et parce que quand c'est une ONG, par exemple, il y a peut-être une expertise sociale ou communautaire qu'elle peut apporter, locale, Mhm. sectorielle, dans un domaine donné. Et quand c'est le bureau d'études, donc c'est les compétences techniques. Donc, ça dépend de la mission. Lorsque il y a des types de missions où ONG et bureau d'études ne marcheront pas. C'est clair. Voilà. C'est bon. Mais quand c'est, par exemple, une mission qui a trait à une mission sociale, ça dit santé, éducation, développement rural et autres, il peut y avoir un groupement ONG bureau d'études pour donc certains types de. Maintenant, on n'a pas suffisamment enfin, par rapport à la question, on n'a pas suffisamment d'éléments pour opiner. Mais Mhm. ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va ensemble avec une ONG bureau d'études, il y a des types de missions qu'on peut vous confier. Mais quand ça sort, quand l'ONG n'est pas compétente pour des missions techniques, je suppose que c'est une mission purement technique d'un Oui. bureau d'études, je n'irai pas en consortium, en groupement avec une ONG qui peut-être a une mission peut-être autre que ce que le bureau d'études fait. Monsieur. Il y a également des critères, quand vous êtes en groupement, il y a des critères que chaque membre de groupement doit respecter, individuellement d'abord, donc avant de continuer. Donc ça dépend. Je n'ai pas suffisamment d'éléments par rapport Mhm. à celui qui a posé la question. Donc. Mais voilà ce que je pourrais dire en termes de. Donc il faut quand même voir un peu, quand c'est une mission, la logique de complémentarité, pardon, et c'est quel type de mission pour laquelle nous sommes. Si on suppose qu'on veut réaliser une étude technique d'une route, je n'irai pas en groupement avec une ONG qui fait de Mhm. l'action sociale. Mhm. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais on n'a pas suffisamment d'informations sur la mission, donc je évite de. Je suis entièrement d'accord avec vous et j'ajouterais même qu'aujourd'hui, et d'abord cette question-là qu'il a posée, elle est pertinente parce que ça a fait couler beaucoup d'encre de salive. Même si aujourd'hui, au niveau de la Banque mondiale, sur les procédures de la Banque mondiale, ils ont dû trancher à un moment donné. Ils ont dû trancher parce que ce que ça crée en fait, c'est qu'on risque de prendre par exemple l'exception pour la règle générale. Et de façon classique, c'est-à-dire de façon classique, on vous recommande de séparer les deux de façon classique, c'est-à-dire uniquement de cibler des ONG ou uniquement de cibler des cabinets, de façon classique. Mais le souci, c'est que ça dépend du type de mission, comme l'a dit M. Guian. Parce que la Banque mondiale, même qui vous dit de séparer, elle vous demande de séparer à cause de deux paramètres. Un, les compositions même des deux entités qui ne sont pas superposables. Vous avez d'un côté un cabinet qui est une entité carrément de droit privé, qui est une entreprise, qui est assujettie aux impôts et tout le reste. Et de l'autre côté, vous avez une ONG qui est une organisation régie par la loi du 1er juillet 1901 qui n'a pas du tout les mêmes régimes que le cabinet, ce qui pourrait rendre compliqué la collaboration et le côté superposable de la chose. Par exemple, si imaginez vous êtes en groupement solidaire, ça va être plus compliqué. Donc, et ça, c'est le premier paramètre qu'ils ont pris en compte. Le deuxième paramètre, au fait, c'est aussi le paramètre lié à, je dirais, à l'historique. À l'historique. Parce que la Banque mondiale, vous le savez, ils révisent généralement leurs documents, leurs règlements. On est actuellement à la 6e édition. Et on tient compte de ce que des expériences vécues sur le terrain, entre griffes, que les experts en passation des marchés, les problèmes qu'ils ont eus, pour améliorer ces textes-là. Beaucoup, en fait, ont eu des soucis. C'est-à-dire, en voulant bien faire, ils ont eu beaucoup de soucis dans l'exercice des fonctions et ça a fait que parfois même ça a accru les risques opérationnels. C'est-à-dire, dans l'exercice de leurs fonctions, cette dualité-là a créé beaucoup plus de problèmes parce que ça a amené beaucoup de plaintes après. Ça a amené beaucoup de plaintes et de problèmes après et ça a fait que les risques opérationnels se sont envolés. Donc les gens ont dit, mais écoutez, c'est-à-dire en voulant bien faire, si on va se créer autant de problèmes et de risques, autant vraiment séparer ça pour avoir la tête tranquille. Ce qui fait que les gars ont dit, il faut séparer maintenant, prenez-les un à un. Quoique, il y a des missions spécifiques, comme l'a dit M. Guian. Je prends par exemple le cadre, parce que n'oubliez pas, la même Banque mondiale, je dis bien la même Banque mondiale, vous recommande à la planification des marchés publics de faire deux exercices principaux parmi les autres, parmi tant d'autres. Je dis deux principaux parmi tant d'autres. C'est l'étude de marché et l'analyse du risque. Ces deux éléments peuvent vous amener pour une prestation spécifique, comme par exemple
le fait de vouloir réaliser une étude technique en vue d'une, je sais pas, de l'implémentation d'un centre de santé sociale ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Ou peut-être quelque chose. Vous voyez, une activité qui a un caractère rigoureusement technique, mais qui a une forte incidence sociale. Il y a une très forte incidence sociale. Là, on aura besoin des ONG. Pourquoi? Parce que c'est ces ONG-là qui pourraient vous permettre de mieux réussir même votre dossier d'appel à concurrence, notamment au niveau des clauses sociales. Parce que dans ce dossier-là, vous avez beau être technicien d'un cabinet de 1000 ans d'expérience. Si vous n'avez pas les réalités du terrain que les ONG maîtrisent à cause de leur proximité avec les populations, vous risquez de passer à côté. Donc là-dessus, on peut, et ça c'est très compliqué, c'est même des exceptions où on permet aujourd'hui de dire, bon, il faut leur permettre d'aller ensemble, ou carrément on leur dit, vous pouvez aller ensemble, mais vous pouvez aussi aller séparément. Donc on prend le risque dans un même processus de dire, comme on fait pour les entreprises naissantes et non naissantes, on dit, pour les cabinets, voilà les critères que vous devez respecter, et pour les ONG, voilà les critères que vous devez respecter. Mais c'est très compliqué parce que ce n'est pas superposable. Donc ça reste des exceptions, et comme l'a dit M. Guyan, c'est en fonction des missions qu'on décide. Donc, la Banque mondiale, même qui vous dit ne faites pas ça, faites attention, pour ce que j'ai déjà énuméré comme raison, va vous dire attention, pour cette mission-là, je pense qu'on peut essayer ça et je pense qu'on aura besoin des deux parce que rien ne nous garantit que si on cible un cabinet, il va aller prendre une ONG pour sous-traiter avec une ONG en griffe comme ils le font. Rien ne nous le garantit, il n'est pas obligé non plus. Ça, c'est déjà le premier risque. Et rien ne nous garantit que si on a une ONG, il a tous les outils techniques aussi pour régler ça. Parce que la prestation, justement, et malheureusement, embarque les deux contraintes. Ça embarque la contrainte technique et la contrainte de terrain, qui est la contrainte plus ou moins, je dis, à fort impact social. Donc, ça dépend vraiment des prestations spécialisées. Et la Banque mondiale même se révise. Vous allez voir aujourd'hui, ils sortent des documents spécialisés dans ce cadre, qui règlent ces problèmes. C'est pour ça, avec la Banque mondiale, vous allez voir qu'il y a beaucoup de documents types. Il n'y a pas un document type prestation intellectuelle, un document type tant, 4 ou 5 documents types et la messe est dite. Non. Vous avez près d'une vingtaine de documents types. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de créer des documents types adaptés à des situations précises. Et ça, c'est une situation du genre. C'est ce que je peux répondre en complément à ce que M. Guyan a dit. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Hein. Je pense que il y a une question également bon, sur le truc où on demande est-ce que Vous parlez du chat, non? Dans le chat. Est-ce que dans le cadre d'un marché des services de consultants, on peut retirer une proposition financière normalement basse? Pardon? La personne a demandé, Allô? M. San, est-ce que dans le cadre d'un marché de prestations intellectuelles, services de consultants, on peut retirer une proposition financière normalement basse? Exactement. Exactement. Il y a des missions où si vous proposez un montant où on sait pertinemment que vous ne pouvez pas, avec ce montant, payer les honoraires des consultants qui vont participer à la mission, s'il y a un consultant junior qui doit être payé à 80 000 hommes-jours, vous mettez 10 000 hommes-jours, 5 000 hommes-jours, c'est normal que les gens trouvent que l'offre n'est pas C'est suffisamment clair. réaliste. Je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je voudrais revenir par rapport au niveau du personnel. Il y a quelqu'un qui a demandé également est-ce que je vais excuser par rapport à il demandait chef de mission. Voilà. J'aimerais poser concernant l'expérience de requise pour un chef de mission. Il est souvent demandé une expérience générale de 10 ans. Et les acteurs, il y a suffisamment de spécialistes aujourd'hui sur le webinaire. On a fait souvent le débat. Et M. Akibou l'a dit tantôt. Le bon spécialiste, ce n'est pas forcément celui qui a seulement le nez dans le code des marchés publics. Notre législation a prévu un certain nombre de dispositions qu'on doit intégrer à nos DAO. Au Bénin, par exemple, nous avons un décret qui encadre l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, le décret est venu en 2021. Et dans ce décret, pour chaque type d'ouvrage, on a dit clairement celui qui peut être chef de mission. Et je ne vous le cache pas, on a attaqué une autorité contractante récemment parce que
pour un module de classe, l'autorité contractante a demandé un ingénieur Bac plus 5, expérience 15 ans. Expérience 15 ans, parce que le marché était taillé. Et on lui a fait rapidement, donc, on a fait un recours. Et on lui a dit de se conformer donc, au décret de 2021 où tout est bien clair. Où tout est bien clair. Donc, je pense que c'est très important de le savoir. Donc, il y a même au niveau de l'UEMOA aussi, hein, donc il y a les tests qui ont été transposés et autres. Donc, c'est parce que parfois nous laissons faire et certaines autorités contractantes également rentrent dedans et font ce qu'elles veulent. Donc, tout est bien cadré. Donc, il y a ces tests-là qui viennent donc enrichir nos DAO et qui nous permettent donc de cadrer. Donc, pour un module de classe, on ne va pas demander un ingénieur de conception plus de 20 ans d'expérience. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des tests qui viennent qu'on peut opposer à cette autorité contractante pour lui dire non. Au Bénin, voilà la législation et vous devez rester dans cette norme. Donc, voilà la contribution que je voulais. Je vais peut-être partager également ce décret avec vous. Merci beaucoup. Là, je pense que je comprends qu'il s'agit de vraiment une question de maturité aussi du système juridique des pays. De maturité du système juridique des pays, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Pour la question de proposition financière, normalement, je pense que vous avez été suffisamment clair. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il y a deux problèmes. Le tout premier, c'est que les gens ont tendance à ne pas accepter encore la notion de proposition financière normalement basse parce qu'ils sont dans une logique d'offre anormalement basse. Ils sont dans une logique d'offre anormalement basse. C'est la terminologie aussi qui crée des problèmes. Les gens, quand ils entendent, c'est-à-dire, ils entendent offre anormalement basse, ils te disent que ça ne peut pas être du côté des services de consultance, c'est forcément offre. Ah non. Donc, il y a déjà cette terminologie-là qui joue contre nous. Ah oui. Vous voyez, allô, vous dites? Oui. Je comprends, c'est par rapport à la terminologie. Voilà, déjà, qui pose comme problème. Sinon, qu'en réalité, c'est même ce que vous avez dit là, même qui est vrai. C'est-à-dire, si vous regardez bien, le risque qui est même une proposition ou une offre anormalement basse est plus accru même au niveau des prestations intellectuelles parce que là-bas, c'est difficilement cadré. Aujourd'hui, un consultant, vous ne pouvez pas, si des barèmes, parce que les barèmes sont d'abord très évolutifs et dépendent même des zones géographiques. Un expert que vous avez au Bénin, si vous le prenez de la France, vous l'amenez là, ce n'est plus le même taux horaire, le même taux journalier, pardon, le même taux horaire journalier, c'est différent, c'est selon. Pourtant, c'est pour travailler dans le même pays. Donc, deux cabinets qui soumissionnent peuvent ne même pas avoir les mêmes références. Et ça, généralement, dans nos pays, de quoi on souffre? On n'a pas de barème pour contrer cela. Là, le seul barème que nous avons, c'est les lois sociales qu'on a dans le pays, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer quelqu'un moins que ça par rapport. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un consultant en marché public, 5 ans d'expérience, 5 ans, bac plus 5, 10 ans d'expérience, combien il doit coûter au Bénin, combien il doit coûter au Sénégal en temps réel et consort, et quelle est l'évolution? On a généralement du mal à suivre ce train. Ce qui fait que le risque est même plus accru là-bas parce que quelqu'un peut décider de te payer 1 million par jour, l'autre décide de te payer 2 millions par jour, mais celui qui est en face n'a rien pour te contenir, il ne peut pas. Maintenant, c'est quand c'est flagrant, c'est-à-dire c'est trop flagrant qu'on se rend compte, mais là, bon, il y a de l'exagération et ça ne correspond plus aux réalités économiques. Sinon, c'est une question vraiment qui mérite d'être approfondie, comme l'a dit M. Guyan. C'est là qu'il y a même le risque parce que là-bas, là, il y a plus de marge même pour faire même du désordre un peu à ce niveau. Déjà, à cause des questions géographiques qui sont, c'est-à-dire du côté géographique, c'est disparate parce que les sources, vous allez avoir d'autres qui seront payés en dollars, ce n'est pas la même chose. Vous allez avoir des gens en euros, vous allez avoir des gens en CFA. Vous n'avez même pas les mêmes indices par pays par pays. Donc, il y a tous ces paramètres qui vont jouer. Et le fait que même dans votre propre pays, vous n'avez même pas encore pu cadrer ça. Regardez le nombre de prestations intellectuelles qu'on peut faire, ceux qui vont faire les études, pardon, ceux qui vont faire SP en temps, SP en temps, SP en temps. Et combien ça coûte sur une mission, combien est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui cadré suffisamment cela. Ce qui fait qu'il y a des déviances. Donc, lorsqu'on va même réussir à bien le cadrer, je pense qu'on peut encore même détecter plus de propositions financières normalement basses. Donc, ce que M. Guyan dit, c'est vraiment, c'est la réalité même du terrain, quoi. Et je ne peux que le renforcer dans cela. Merci beaucoup. C'est malheureusement ce que tu as dit. On n'a pas un test par rapport à ça. Et les quelques tests qui existent, c'est au niveau des architectes où on a essayé de voilà, faire les métiers normalisés, réglementés. Là. Les métiers normalisés, mais pour le reste, et là encore, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot à faire. Les ingénieurs également de l'ONIC ont essayé donc de catégoriser et de parler
ingénieur, je sais pas, ingénieur conseil, ingénieur stagiaire, et là, les honoraires payés par là. Mais ça reste encore c'est quand c'est vraiment trop criard, je l'ai dit, on ne peut pas payer par exemple un consultant bac plus 5 000 jours. Si vous proposez des Ouais. montants comme ça, 3 000 jours, souffrez que vraiment votre offre soit classée. Inspecté automatiquement. Et il y a également M. Mahamadou. Bon, on va aller vite, hein, il était en train de. Dans quelles Oui, oui. conditions, dans quelles conditions, circonstances, un ancien membre d'un cabinet peut utiliser les expériences réalisées au sein du dit cabinet pour une structure qu'il vient de créer après avoir quitté le cabinet? Je voudrais demander à M. Mahamadou Abibou, quand il quittait le cabinet, est-ce qu'il a eu son attestation de travail? Ou de quelle expérience il parle? Si vous n'êtes plus dans un Moi, je vais relire cabinet, d'abord mon impôt. Ce sont des si vous n'êtes plus dans un conditions. cabinet X, si vous n'êtes pas dans un cabinet X, vous ne pouvez pas prendre les attestations de bonne fait d'exécution du cabinet pour l'utiliser. Hein. Ce n'est pas possible si vous n'êtes plus dans le cabinet. Vous utilisez juste, votre attestation de travail pour prouver que vous avez travaillé dans ce cabinet-là. C'est pas si Un vous titre comprenez. personnel, quoi. Voilà. Voilà. Mais vous ne pouvez pas les bonnes faits d'exécution du cabinet l'utiliser dans votre nouveau cabinet à vous. Parce que Même si vous là, vous avez devenez contribué à tous ça. concurrents. Même si vous avez contribué à ce travail, ce n'est pas votre travail, c'est le travail du cabinet. Donc, vous ne partez pas Voilà, avec quelle ça. attitude Maintenant, si vous avez morale. travaillé individuellement, c'est ce que vous avez fait individuellement que vous partez avec. Voilà. Donc, Entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est voilà. même pour ça qu'on demande les certificats de travail, tout ça, prouver. Tu ne peux pas embarquer. Tu peux pas embarquer cela, malheureusement. C'est Parce pas, que si tu le fais c'est pas grave. automatiquement, tu es accusé de faux usage de faux. On saisit les juridictions, c'est faux usage de faux et tu es traité comme tel, quoi. Monsieur Et tu n'as pas Amadji, l'autorisation de vous pouvez l'utiliser. écrire directement, monsieur Amadji. Écrivez directement, puisque le micro ne marche pas. D'accord. Il y a une autre question. Bon, il dit c'est une mission principalement des ONG, mais ce n'est pas de la concurrence. Je pense que ça, on a déjà répondu. La question de M. Louemba, je pense qu'il avait écrit quand j'intervenais, c'est déjà répondu. C'est déjà répondu. Monsieur Guian, je ne sais pas si à votre niveau, il y a encore des questions en suspens. Non, je pense que j'ai tout ce que C'est j'ai le tout. noté, à moins que j'ai tout dit. Donc, bon, je pense que c'est bon, hein, à mon niveau. D'accord, c'est bon. Vraiment, merci beaucoup. On ne va pas tarder parce que d'autres sont en train là en pleine migration, bureau, maison. Effectivement. Et vendredi soir, on sait que tout le monde est tendu, la tête dans le week-end déjà. Donc, on ne va pas vraiment abuser du temps de chacun. Et l'objectif même est atteint parce que quand je dis l'objectif est atteint, ça ne veut pas dire que si on demande encore un second tour de questions, il n'y aura pas de questions. Et un webinaire est fait justement pour ça. Le webinaire, ce n'est pas une formation, je tiens à le rappeler. Il y a une différence, c'est pourquoi on l'appelle webinaire gratuit et il y a formation payante. Vous avez envie d'approfondir, de vous faire, vous avez des dossiers à déposer, parce que ce que je comprends, bon, permettez-moi d'en parler, c'est qu'il y a beaucoup qui visiblement sont dans le secteur privé, parce que quand j'entendais des questions, j'ai vu les questions que j'entendais, je me suis dit, waouh, il y a plus de personnes dans le secteur privé que je ne le crois. Et donc, le webinaire tombe même, il tombe même bien. Ce qui fait que M. Guian va partager les contacts. On va même d'ailleurs partager ces contacts dans les canaux où on est passé d'ailleurs pour vous informer. On peut permettre ici, hein, M. Guian, si déjà dans le chat, vous pouvez écrire vos contacts téléphoniques, vous mettez votre nom, contact téléphonique, email. Comme ça, les gens pourront rapidement le prendre avant qu'on ne ferme tout pour pouvoir vous contacter. Si vous avez des questions dans ce sens-là d'approfondissement avec M. Guian ou vous voulez vous faire conseiller pour vos offres que vous déposez en limitant les marges d'erreur, je pense qu'il est très bien outillé pour vous aider à le faire. Nous, on vous le recommande fortement pour la question. Donc, M. Guian, on va écrire écrivez dans le chat pour tout le monde votre nom, prénom, le numéro de téléphone, prioritairement WhatsApp et votre mail pour ceux qui veulent vous contacter. On se fera aussi un plaisir de le distribuer à tous ceux qui vont nous demander pour qu'ils puissent rentrer en contact avec vous. Monsieur Guian, c'est bon? On peut vous recevoir dans Oui, le c'est chat, bon. non? Oui, D'accord, c'est bon. allez-y Monsieur dans le Guian chat. écrit déjà. Monsieur Jibi qui rit beaucoup, je pense que... Monsieur Jibi je ne suis pas en train de dire ce qui vous fait rire, parce que je sais ce qui vous fait rire. Je ne suis pas en train de dire que des gens sont en situation de conflit d'intérêts. Je n'ai jamais dit ça.
Ne me faites pas dire ça. Je n'ai jamais dit que les gens sont en situation de conflit d'intérêts. J'ai juste dit que j'ai remarqué que beaucoup, que je croyais aussi dans le public, visiblement s'intéressent au privé et sont apparemment aussi dans le privé. Et je ne sais même pas s'ils sont des agents publics, donc je ne suis pas rentré dans la question. Il y a qu'un seul pas. Mais moi, je ne suis pas rentré dedans. J'ai suffisamment fait le public, mais aujourd'hui, je me retrouve Voilà. dans le privé. Oui, mais ça, vous avez fait une alternative, vous. Vous avez transité, vous avez fait une alternative. Vous avez été suffisamment dans le public très longtemps, je ne sais pas, peut-être même plus de 15 ans, je ne sais même pas trop dans les marchés publics que vous avez fait dans le public. 17 ans dans les marchés publics, dans le public. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous transitez dans le privé, c'est à juste titre. Moi-même qui vous parle ici, je n'avais pas fait le privé au début. C'est avec le cabinet que je suis entré du côté privé. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que des gens sont en conflit d'intérêt. J'ai juste remarqué l'intérêt. Monsieur Zigui, je sais qu'il est assez espiègle, c'est pour cela qu'il est dans le chat. Monsieur Tabé, augmentez votre mail, s'il vous plaît, le mail aussi. Ok, d'accord. Donc, il est déjà en train d'écrire, monsieur Tabé Ahmed est en train déjà d'écrire, donc relevez-vous son numéro, s'il vous plaît, là où vous êtes, et prenez aussi son mail. Maintenant, si vous n'avez pas pu le faire, vous pouvez me le demander après pour ceux qui contactent ou contacter le cabinet, on vous le communiquera sans problème. Merci beaucoup. Donc, je vais vous dire merci. Merci beaucoup, monsieur Guyan. Merci de votre disponibilité, d'avoir accepté l'invitation pour cette discussion-là qui n'est qu'une ouverture vraiment pour d'autres thématiques. Voilà, mail reçu. Merci beaucoup de votre collaboration. On espère qu'on a pu répondre à certaines préoccupations et qu'on a pu aussi susciter certains débats qui vont être réglés, bien sûr, à d'autres occasions en privé avec vous, pour ceux qui veulent se faire conseiller et autres. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup à vous et je vais vous souhaiter excellent week-end aussi. Oui, allez-y, monsieur. Ce qu'il faut dire, oui. En marché public, c'est toujours des études de cas. Il n'y a pas des cas types. Donc, on n'a pas la prétention ici d'avoir répondu à tout. C'est toujours dans les discussions qu'on arrive donc à trouver les solutions. Donc, il y a des cas ici, vous allez tomber sur des cas où vous êtes peut-être les seuls à avoir ce cas-là. Donc, c'est souvent ça. Et c'est ça qui rend l'exercice un peu difficile. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut régler tous les cas. Voilà. Donc, s'il y a des cas, donc essayez donc d'exposer après, même en inbox, on pourra donc gérer avec. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Et je finirai par cette phrase souvent que je dis aux spécialistes marché public et que vous venez de dire, mais moi, je vais résumer cela à travers une citation qui m'est propre. Et les marchés publics, encore plus maintenant le secteur privé aujourd'hui, se comportent comme une corde. Si vous voulez voir si cette corde-là est solide, vous n'avez qu'une seule option, il faut tirer dessus des deux côtés. Tant que vous ne tirez pas sur la corde des deux côtés pour voir ce qu'on appelle sa limite de rupture, vous ne pourrez pas tester. Et c'est ce que M. Guy entend de vous dire. Tant que vous ne tombez pas sur certains cas, comme on le dit encore de façon usuelle, ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Tu peux faire 20 ans dans les marchés publics. 21e année, lundi matin, tu tombes sur un cas que tu n'as jamais vu en 20 ans, que tu n'as même jamais imaginé. Pourtant, il est devant toi, tu dois le régler. Et c'est ça qui fait la passion de ce métier. Merci beaucoup à vous et bien de choses à tout le monde. Excellent week-end et bon retour à vos familles respectives.